Ce qui est grave, c'est l'absence, dans les hommes, de civilisation intérieure. Eh bien, je vous l'accorde. Vous dites juste. C'est cela, la profonde crise de civilisation. Oui. Mais à quoi l'attribuez-vous? C'est évident, au bouleversement provoqué par le progrès sauvage. Nous ne serons jamais du même avis. Oh. Vous? Les choses ne détruisent pas l'homme intérieur. L'homme est dévoré en dedans par les idées avilissantes qu'il se fait de lui-même. Imaginez. Épictète revient parmi nous. Il se sent dans un autre monde, certainement. Mais croyez-vous que ce soit à cause du progrès? Non. Il s'accommode de l'auto, de l'avion, de la télé. Après tout, ce sont d'antiques rêves réalisés. Ce qui épouvante Épictète, ce n'est pas la civilisation. C'est l'absence, dans les hommes, de civilisation intérieure. Oui, voilà ce qui l'épouvante. Beaucoup plus que l'énergie nucléaire. Ce qui lui est incompréhensible et odieux, c'est que personne ne puisse répondre, ni même s'intéresse à sa question: quelle est votre morale? Sur quoi repose-t-elle? Mais enfin. Des réalités inhumaines nous oppressent. Nous les combattons. Nous voulons changer la vie. Ce n'est pas la morale qui nous mobilise? Vous ne pouvez pas dire que la morale ne nous intéresse pas? Je le dis. Comme Épictète le dirait. Les hommes veulent la justice, la paix, des libertés, de l'aisance, des loisirs. Mais ils ne cherchent pas une morale. L'idée qu'ils ont d'eux-mêmes exclut qu'ils s'occupent des fondements d'une morale. Et quels seraient les fondements d'une morale, s'il vous plaît? Parole. Si vous le savez, le Nobel est à vous? Oui, je sais cela. Je n'y ai pas de mérite. C'est connu de toute éternité. Il n'y a que deux fondements à une morale. Pas compliqué. Non. Il n'y a que deux fondements, une esthétique ou une métaphysique. Rien d'autre. Eureka. Nous voilà sauvés. Nous voilà perdus. La morale chrétienne reposait sur une métaphysique, l'homme à l'image de Dieu. La morale stoïcienne sur une esthétique, la plus belle image possible de l'homme. Or, Dieu est mort, paraît-il. Plus de métaphysique. Quant à l'esthétique, nous portons dans notre tête l'image la plus basse possible de l'homme. L'image d'un pur et simple mécanisme de détermination. L'image que nous en donnent les sciences dites humaines. En conséquence, je ne vois que deux solutions. La première est le suicide collectif. On y va. La deuxième, nous refaire la plus haute image possible de nous-mêmes. C'est beaucoup plus urgent que l'écologisme ou la révolution. Je ne suis pas sûr de croire en Dieu et je suis sûr que Dieu m'aide. Bien, cher monsieur, bien. Après tout, je ne suis pas si éloigné de vous. Mais enfin, je suis démangé de vous dire vos vérités. Vous permettez? Comment donc? D'abord, pour un adepte de la sagesse, je vous trouve un ton bien matamore. Et ensuite, le plus grave, vous êtes la contradiction même. Se sentir à l'aise dans le monde, dites-vous? Mais vous les idées matérielles nous enténèbrent. Changeons d'idée. Le monde lui-même est ténèbre, et nous y sommes devenus obscurs. C'est notre idée ténébreuse du monde qui nous cache la lumière du monde. C'est notre idée ténébreuse de l'homme qui nous cache notre propre lumière. Tout à l'heure, vous me parliez de l'amour, et je vous rabrouais. L'amour. Aimons-nous les uns les autres. Si nous étions capables d'amour. Toutes les solutions dans l'amour. Pur verbiage, en effet, chansonnette du sacré cœur de lièvre. Soyons d'abord capables de courage intellectuel. Repoussons les idées qui nous empêchent de nous découvrir esprit. Alors, nous serons capables de nous aimer nous-mêmes en tant qu'esprit. Et nous découvrirons que le monde nous aime. Oui, que ce monde-ci, aujourd'hui même, nous veut du bien. Amen. La vraie messe est dite, en effet. Vous êtes vraiment déroutant, prétendre que le monde nous veut du bien. Il veut du bien à notre esprit, certainement. Allez donc dire cela aux contemporains. Il y a très peu de contemporains. Pardon. Les hommes qui croient à des valeurs fondamentales condamnent la modernité et veulent revenir au premier temps. Et les matérialistes, qui ne croient qu'au déterminisme, vivent mentalement, non pas au seuil d'un troisième millénaire, mais à la fin du XIXe siècle. Le paradoxe de notre époque, c'est que très peu d'intelligence l'habite. Elle n'est guère habitable. On le dit. C'est faux. Si une intelligence habite réellement notre époque, elle découvre que celle-ci ne correspond pas à sa mauvaise réputation. Elle découvre que la modernité n'est ni une froide mécanique ni une prison pour l'âme. Elle découvre, au contraire, que la modernité érige des temples à la philosophie éternelle. Mais ces chantiers sont invisibles à la plupart des yeux, dont les miens. 3 chemins, au moins, conduisent à ces chantiers. Le chemin du cerveau. Le chemin du ciel. Le chemin du temps. Expliquez. Je suggérerais seulement. Prenons le chemin du cerveau. Nous devrions comprendre que la science, en 2 siècles, a parcouru des cercles concentriques. Elle nous apparut d'abord comme la connaissance de ce qui est extérieur à l'homme. Elle se dirige maintenant vers le trésor intime, notre cerveau. Elle s'occupait de la nature des choses. La voici touchant le centre, la nature de l'esprit. Elle commence de nous dévoiler notre espace intérieur, complexe et infini comme l'espace céleste. Alors les questions ultimes de la philosophie éternelle retrouvent leur sens et leur vigueur. Tel est le premier chemin. Peut-être. Mais seulement pour ceux qui s'intéressent à la recherche scientifique et qui aiment le savoir. Et
C'est le prix, pour habiter l'époque. Et je ressens plus d'élévation dans une bibliothèque de science qu'au sein d'un troupeau de chèvres.